Alors là, c'est le régal. Une campagne super, Fillon, que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, la triche. Quelle indignité. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. La pizza, je l'aime plutôt Regina et pas orientale. En revanche, j'adore le couscous et les briques à l'œuf. Vous voyez ? J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants de voir des vaches au lieu de voir des arabes. Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies ? Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Et si on a commencé, bien sûr qu'on a commencé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors je vais boire un petit coup les amis. On a un très beau programme aujourd'hui, je suis bien content. Voilà. Coucou Nono, fidèle au poste, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Écoute, pour ma part ça va. Pour ma part ça va. Là je suis bien content. Alors ce matin c'était dur. Ce matin je me suis levé à 6h. Oh là 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 là. J'ai plus l'habitude. Et c'était dur ce matin, 3 heures de cours. 3 heures c'est rien. 3 heures c'est rien. Mais on dirait que c'est 10 heures en fait. Quand t'as pas beaucoup dormi. Bon. Mais heureusement la vie est belle. La vie est belle. Toi Nono j'espère que tu vas bien. En tout cas. Alors. Ce soir les amis on a un invité. Donc je suis très content. Je suis très content parce que déjà, ça a pris du temps à se mettre en place. Et c'est pas le genre d'invité que j'ai l'habitude de recevoir. Vous savez qu'ici, souvent ça va être des chercheurs spécialisés sur un sujet, machin. Et là, en fait, ce qui me plaît dans cette idée, c'est que justement, c'est un profil un peu différent. On est plus sur de l'investigation, sur une enquête. Et ça me plaît. Parce que là, on va chercher au fond des choses. Vous voyez, on n'est plus... voilà, on va sous la surface. Et ça me plaît. Ça me plaît. Je sais que ça vous plaît aussi. Bon. Donc, notre invité, évidemment, il est là. Petite transition toute trouvée. Hop. Et bonjour, Guillaume. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux rallumer ton micro, s'il te plaît ? Voilà. Pardon. Voilà. Bonjour, Baston Laguerre. Bonjour, Guillaume. Est-ce que tu vas bien ? Ça va bien, merci. Un peu fatigué, en pleine promotion de médias, donc bien occupé, mais ravi d'être ce soir avec vous. Ok, écoute, plaisir partagé. Merci d'être venu. Nono dans le chat te salue également. Merci d'être venu parce qu'effectivement, tu as une grosse campagne médiatique, n'est-ce pas ? Et tu aurais pu tu aurais pu nous bouder pour d'autres et finalement tu es là, donc on ne peut que t'en remercier. Alors, Guillaume, permets-moi de te présenter, de t'introduire. Donc Guillaume, tu es journaliste au Monde Diplomatique à National Geographic. Tu es également réalisateur. Tu as réalisé La face cachée des énergies vertes. Tu es auteur. Tu as écrit La guerre des métaux rares. Et en l'occurrence, celui qui nous intéresse ici, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Tu es également ostéopathe. Ostéopathe, non, pas ostéopathe. Mais c'est déjà pas mal. Journaliste, réalisateur, auteur. Et je signale que tu as obtenu 3 prix. Hein, tu dis si je me trompe. Tu as obtenu 3 prix pour La guerre des métaux rares. Ce qui est plutôt chouette, et c'est une belle distinction. Coucou, comme vous dites. Écoute, ravi de t'avoir parmi nous. Reste loin de ton clavier, mais profite de notre superbe échange à venir. Guillaume, est-ce que la présentation te convient ainsi, ou est-ce que tu veux l'enrichir, la compléter d'une façon ou d'une autre ? Non, tu as dit beaucoup de choses. Voilà, je suis journaliste pour la presse écrite, pour la télévision. J'ai écrit des livres d'enquête journalistique. Et voilà, tu as tout dit, c'est parfait. On peut continuer. Ok, alors si on peut continuer, alors c'est parfait. Alors Guillaume, tu es ici en l'occurrence parce que, donc, comme je le disais, tu viens d'écrire un livre qui s'appelle L'enfer numérique, sous-titré Voyage au bout d'un like. Et ce sous-titre poétique, Voyage au bout d'un like, il interroge évidemment. Il nous interroge, mais on va y revenir. D'abord, quand tu dis l'enfer numérique, on va revenir un peu sur chacun de ces mots. Mais moi, la première chose que je voulais dire, c'est que au début, j'ai été surpris. Parce que, tu sais, en ce moment, c'est à la mode de critiquer les écrans, Internet, les réseaux sociaux. Et je me suis dit, Enfer numérique, ça va encore être un livre qui va nous expliquer qu'en fait, les réseaux sociaux nous isolent, les réseaux sociaux sont asociaux, les écrans c'est dangereux, machin. Et en fait, pas du tout, en fait.
Pas du tout, t'étais pas du tout là-dedans. Tu nous emmènes sur un terrain qui est très peu visité, finalement, qui est celui de l'écologie, enfin le lien entre l'écologie et le numérique. Et ça, c'est Ouais. vraiment super intéressant, en fait. En fait, le titre est pas forcément très, enfin, ne dit pas en fait clairement de quoi il s'agit. Et il faut regarder la quatrième de couverture du livre, enfin voilà, avoir le résumé en 10 lignes pour comprendre en fait qu'il s'agit bien d'une enquête journalistique sur l'impact matériel du numérique et donc son impact écologique. Et pourquoi est-ce qu'il est sous-titré Voyage au bout d'un like? C'est parce qu'en fait, littéralement, pendant 2 ans et sur 4 continents, j'ai enquêté, j'ai effectué un travail de reporter, mais avec cette question en tête, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un email? Ou qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like? Là, vous allez peut-être liker notre conversation. Moi, je like des profils de toutes sortes de personnes toute la journée. Qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un like, qui est une action parfaitement bénigne, hein. Et en fait, le like, il va voyager des milliers de kilomètres, il va passer par toutes les 7 couches de fonctionnement d'Internet, il va transiter par des centres de traitement de données, des câbles sous-marins, des câbles terrestres, peut-être des satellites. En fait, c'est une gigantesque infrastructure qui a été déployée par l'homme ces dernières décennies, peut-être même la plus vaste infrastructure jamais déployée par l'homme, parce qu'elle est à la fois terrestre, sous-marine, donc océanique, mais aussi spatiale, pour pouvoir en fait s'envoyer un like. Et d'une façon générale, vivre nos vies numérisées. Et donc c'est toute cette enquête sur la face matérielle d'une technologie dont on nous avait dit qu'elle était dématérialisée. Tout ce qui est virtuel, en fait, n'est pas du tout virtuel. Le cloud existe pour de vrai. Et donc, en fait, c'est une contre-enquête, si je puis dire, une contre-histoire de nos vies censément virtuelles. J'aime bien cette idée de contre-histoire. Parce qu'effectivement, bah, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que tout dans le vocabulaire est fait pour qu'on pense que, bah, quelque part, ça n'existe pas presque. Le cloud, le nuage, bah, du coup, on pense à quelque chose de léger, qui connecte, comment dire, qui est commun à tout le monde, mais qui est léger, qui est dans l'air et qui du coup n'a aucun poids en fait. Quand on pense cloud, forcément, quand on pense nuage, on pense pas au poids d'un nuage. Or là, il y a un poids qui est très concret. On va y revenir. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? En fait, je suis fasciné par les questions de matières premières. J'adore travailler sur les matières premières depuis des années. Et mon premier livre, qui a été publié en 2018, s'appelait La guerre des métaux rares, parce que je m'intéresse toujours aux métaux qui sont nécessaires pour fabriquer les technologies vertes. Et donc, quand on regarde la façon dont les technologies vertes sont construites, en fait, elles sont pas vertes du tout. Et finalement, la transition énergétique est beaucoup moins la panacée que ce qu'on imaginait, même s'il faut la réaliser. Mais je suis toujours fasciné par ces questions de matière. J'adore voilà, parler du sel du Pakistan, de la gomme arabique soudanaise, du pétrole d'Alaska, de toutes sortes de produits miniers, agricoles, de matières premières qui permettent de produire de l'énergie et qui permettent de raconter notre monde. Et là, si tu veux, en allant en m'intéressant à la matérialité de ce qui est immatériel, c'était finalement la suite logique de se dire, voilà, on est dans une quête d'immatériel. En fait, c'est un petit peu démiurgien comme quête, comme recherche que nous entreprenons aujourd'hui d'humanité tout entière vers un monde dématérialisé, débarrassé de l'enveloppe charnelle matérielle qui est périssable. Et finalement, aller vers le dématérialisé, c'est aller vers ce qui se cache derrière l'enveloppe périssable. C'est aller vers l'âme, c'est aller vers quelque chose de beaucoup plus quasiment mystique. Et je pense qu'en fait, sans le savoir, on poursuit un but mystique en allant vers l'immatériel, avec des outils informatiques. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus matériel que le dématérialisé. Et il y a pas, je veux dire, il y a des matières premières dans des conditions absolument, dans des proportions absolument colossales qui sont produites pour ce monde censément virtuel. Et donc c'était logique d'aller dans cette direction-là, d'essayer d'enquêter sur ce grand bluff du virtuel. Voilà. Ouais, finalement, c'est cette idée que y a des matières premières et jusqu'où est-ce qu'on les exploite, jusqu'où est-ce qu'on s'en sert. Et là, tu viens de dire à l'instant une phrase que j'aime beaucoup. Tu viens de dire l'immatériel est matériel. À quelque chose près, en tout cas c'est l'idée. Est-ce que tu peux nous rappeler les bases
du matériel dont on a besoin pour toutes nos infrastructures numériques. Tu vois, quand on dit le numérique, à quoi est-ce qu'on pense de matériel? Absolument. D'abord, voilà, comme tu l'as dit, les mots réalité virtuelle, nuage, salle blanche, les fameuses salles dans lesquelles on fabrique les puces électroniques. On parle de salles blanches parce qu'elles sont propres, mais ça génère, enfin, ça crée une vision d'un monde Ouais. un peu éthéré, propre. Tous ces mots-là sont faux, en fait. Ils nous embrouillent et ils créent une croyance fausse que finalement il n'y a rien derrière tout cela. En réalité, d'abord, le voyage d'un like, mais nos vies numérisées, connectées, elles commencent par nos téléphones portables. Et il y a, et nos tablettes et nos ordinateurs, ce qu'on appelle les interfaces, et il y a 34 milliards d'interfaces en circulation sur Terre aujourd'hui. Et voilà. Sans compter, alors ça veut dire en fait que, en gros, c'est un peu comme si c'était un peu 3 fois l'empreinte matérielle d'un pays comme la France ou comme l'Angleterre. Donc, bon, voilà, tout ce que nous consommons, nous, Français, voilà, annuellement, eh bien, en fait, c'est l'équivalent de ce que... C'est 3 fois, enfin, le numérique et toutes ces interfaces, et le numérique en général, qui est fait de serveurs, de câbles, c'est 3 fois plus que tout cela. Donc, il faut quand même avoir cette idée, enfin, ce chiffre-là dans la tête. Nous produisons des déchets électroniques. Chaque année, nous produisons 5000 tours Eiffel de déchets électroniques. Voilà. Donc pareil, c'est un impact également que l'on voit qui est réel. Ça, c'est pour les interfaces. Et puis après, quand on envoie un email ou un like ou une photo de vacances, quand on regarde une vidéo de chat, une série sur Netflix, par où ça passe? Ça passe en fait par l'infrastructure Internet. Et l'infrastructure Internet, elle est composée d'antennes 4G, 5G, 3G. Elle est composée de box Wi-Fi, elle est composée de fibres optiques, elle est composée de câbles qui courent sous les trottoirs des grandes villes et plus généralement dans le sous-sol. Elle est composée de câbles sous-marins, de millions de kilomètres de câbles sous-marins, parce que 99% des données et du trafic Internet passent en fait par le fond des mers, et 1% passe par les satellites. D'accord. Donc il y a aussi des satellites dans l'histoire, et il y aura de plus en plus de satellites, des constellations de satellites, parce qu'Elon Musk rêve de créer l'Internet spatial. Donc Mais c'est voilà, fou, il y hein. a des centres. Oui, je t'écoute. C'est fou parce que, bah, tu vois, moi déjà, je savais pas que 99% de nos infrastructures, de nos câblages dont on a besoin pour faire transiter les infos étaient sous-marines déjà. Enfin, Absolument. c'est effarant. Parce que, enfin, c'est dur. En fait, c'est un peu naïf ce que je dis, mais c'est dur à construire en fait. C'est un travail colossal d'aller sous l'eau pour tout câbler. Ah, c'est effarant et merveilleux à la fois parce que grâce à ces câbles, en fait, on peut regarder les séries Netflix. Ouais. En fait, la bande passante que nécessite Internet aujourd'hui, enfin, les volumes faramineux de données qui sont échangés entre nous chaque seconde qui passe, ils sont tels qu'en fait, les satellites n'y suffiraient pas. Donc, il faut que ça passe par les câbles sous-marins, qui sont une technologie qui permet de soutenir l'accroissement de la production de données, de la consommation de données. Or, ces câbles, en fait, ils pourraient passer par la Terre, mais il faudrait vraiment creuser. Il faudrait faire des trous d'1 mètre, 2 mètres, partout sur Terre pour quadriller les globes avec en fait ces câbles terrestres. Or, en fait, ça coûte beaucoup moins cher, 10 fois moins cher environ, de faire passer ces câbles par les mers, parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle des navires câbliers, qui sont des immenses navires qui transportent des milliers de kilomètres de câbles à chaque voyage, et qui en fait sont chargés d'aller d'un port à un autre, et en fait de faire passer la majorité des câbles aujourd'hui existants sur Terre par les mers. Et donc moi je suis connecté, si j'envoie un email au Japon, les câbles qui vont en fait permettre d'envoyer mon email au Japon vont probablement aller de Paris à Marseille, de Marseille à la mer Rouge, en passant par Ouais. l'Égypte, de la mer Rouge à l'océan Indien, et de l'océan Indien rejoindre progressivement le Japon en passant par la mer de Chine. Et demain, peut-être que ces câbles passeront par l'océan Arctique. Et si regarde une vidéo sur Netflix, il est probable qu'en fait je me connecte à un centre de données qui se trouve sur la côte est ou la côte ouest américaine. Et donc en fait, ce sont des câbles qui traversent l'Atlantique et donc qui passent à des milliers de mètres de profondeur sous les océans. Donc à chaque fois, c'est des câbles qui déploient sans cesse, des navires câbliers qui déploient ces câbles. Donc il ne faut pas oublier quand même que à chaque fois que j'envoie un email ou quand on se parle en ce moment, à l'heure où on se parle sur Twitch,
qui est un outil qui a été déployé par Amazon, qui est une entreprise américaine, il y a de fortes chances que toutes ces données, en fait, en permanence, à la vitesse de la lumière, ou quasiment à la vitesse de la lumière, à 200 000 km/s, ne cessent en fait de s'échanger aux quatre coins du monde et de laisser des traces en fait partout. Et donc, juste un mot, on n'a pas parlé des centres de données, puisqu'en fait tout ça, ça passe par les centres de données, c'est-à-dire ces gigantesques, en anglais on dit data center, par lesquels transitent les données, où elles sont stockées également. Mon email, nos vidéos, nos likes sont stockés dans des centres de données et dans plein de centres de données différents parce que ces notifications, ces interactions numériques sont redondées de façon à ce qu'elles ne soient pas perdues dans un endroit de la planète et qu'il y ait toujours en fait d'autres data centers qui permettent de sécuriser en fait leur stockage. Ok. Donc tout ça, voilà toute l'infrastructure. Enfin tout d'un coup. Voilà, derrière une action aussi simple qui est celle de notre vie de tous les jours, en fait, il y a quelque chose d'infiniment complexe et en même temps de complètement passionnant, parce qu'en fait, les enjeux derrière, matériels, écologiques, géopolitiques, sont juste complètement dingues. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit pas, en fait, on s'en rend pas compte. Et quelque chose une image qui m'a frappé, c'est quand tu as dit qu'il y a des câbles qui, en fait, relient San Francisco à Tokyo, Tokyo à Paris, Paris à Kinshasa, enfin partout, en fait. Et finalement, cette espèce de rêve un peu, notamment de la Silicon Valley, que le monde entier soit connecté à Internet, et ben en fait, il passe par un monde entier connecté par câblage, en fait. Voilà, les câbles sont absolument indispensables et ça va continuer, ça va durer. Aujourd'hui, il y a environ 500 câbles sous-marins, mais il y en aura certainement beaucoup plus, des centaines de plus demain, parce que les Facebook et Google ont leurs propres câbles. Ils n'ont pas seulement l'information, ils ont aussi l'infrastructure qui permet de faire transiter leur information. C'est comme si je vous disais que Renault ou Volkswagen avaient leurs propres autoroutes pour faire rouler leurs voitures sur leurs autoroutes. Ouais, ok. Google, Facebook ont leurs données et ils ont leurs câbles qui sont des autoroutes de l'information par lesquelles transitent leurs données et quelquefois celles des autres. Donc ce sont ces entreprises qui aujourd'hui déploient toutes ces infrastructures partout sur Terre. Donc il va de fait y en avoir de plus en plus. Et ça nous dit une chose aussi, Baston Lagaffe, c'est qu'on ne vit pas dans un monde sans fil. C'est pas vrai. Ouais. On n'a jamais tout le temps relié et connecté que par des fils. Et est-ce que ce serait pas le plus beau tour de passe-passe que d'avoir réussi à nous faire croire qu'on vivait dans un monde sans fil? Certainement, c'est un tour de passe-passe parce que notre téléphone est sans fil. Ouais. Encore que, ils sont reliés à un fil pour être branchés à une prise murale. Mais au fond, oui, effectivement, ce qui, je pense, est vraiment le grand tour de passe-passe, c'est de croire qu'on vivait dans un monde immatériel. C'est un grand récit du capitalisme, et je ne suis pas du tout anticapitaliste. Mais c'est un grand récit du capitalisme de dire, écoutez, le capitalisme doit continuer à exister, ça signifie qu'on va continuer à s'enrichir, à prospérer. C'est le monde dans lequel on vit, ce sont les équilibres économiques dans lesquels on vit, c'est la croissance économique, mais en même temps, il y a un énorme problème, ça s'appelle le réchauffement climatique. Il y a un autre énorme problème, c'est la perte de biodiversité. Et tout d'un coup arrive une technologie merveilleuse qui s'appelle le numérique, et donc une technologie virtuelle. Donc en gros, ce que l'on nous dit, c'est un grand récit, et pour moi c'est là le tour de passe-passe. Ça consiste à dire, en fait, on va continuer à prospérer, mais en ayant des vies virtuelles. En ayant des vies à distance, connectées, mais qui ne génèrent pas d'impact. Et donc du coup, la quadrature du cercle est résolue, puisqu'on va pouvoir continuer à prospérer en baissant notre impact sur la planète. C'est une sorte de découplage, on parle souvent de découplage. Ouais. Ça, c'est un gigantesque tour de passe-passe. Ça, c'est un gigantesque bluff. Et ça, je crois que c'est faux et dangereusement faux. Parce que si on croit ce message, alors on fonce dans une direction qui est probablement inverse à celle qui nous est promise. On fonce vers toujours plus de matérialité, toujours plus d'impact écologique, toujours plus de consommation énergétique. On risque d'accélérer le réchauffement climatique, on risque d'accélérer la perte de biodiversité, et on n'en prend pas compte, on n'en prend pas conscience. Et c'est là que c'est dangereux, et c'est là qu'il faut se prendre conscience de ce tour de passe-passe-là. Ouais, je comprends. Tout à l'heure, t'as dit un chiffre que j'ai noté pour qu'on y revienne. Tu as parlé de l'équivalent de 5000 tours Eiffel par an en termes de gaspillage, si j'ai bien retenu, des déchets électroniques. De déchets électroniques. Ouais, en fait, pas de gaspillage, juste de déchets. En fait, Qui sont pour partie du gaspillage. Oui. Si mon téléphone fonctionne encore et que je le mets à la poubelle, c'est du gaspillage. Donc il y a une part de gaspillage dans ces déchets électroniques. Mais ça c'est fascinant. On est sur une échelle mondiale là à peu près pour cette image là. 5000 tours Eiffel. Les amis, écoutez bien ça.
5000 tours Eiffel par an, en équivalent évidemment, hein, vous avez compris l'image quoi, de déchets électroniques. C'est incroyable. Et ce sont des chiffres qui s'accroissent sans cesse, bien évidemment, qui s'aggravent chaque année. Et dans 10 ans, il y aura probablement encore davantage de ces déchets électroniques. Je dis probablement, c'est pas sûr, hein, mais pourquoi? Bah, en fait, je pense qu'il y a 3 raisons qui expliquent notamment cela, Baston, et je pense qu'il faut l'expliquer, et parce que nous sommes tous acteurs et aussi un peu, nous subissons cela, ça s'appelle les stratégies d'obsolescence programmée. S'il y a autant de déchets, c'est parce que d'abord, il y a une stratégie d'obsolescence technique. Par exemple, j'ai un téléphone portable qui fonctionne bien, sa batterie qui s'use très vite, beaucoup plus vite que le reste du téléphone, est collée au téléphone. Au moment où je veux changer la batterie, on me dit qu'on ne peut pas la changer parce qu'elle est collée à l'appareil, et du coup, je change tout l'appareil. Donc Ouais. là où j'aurais pu changer juste la batterie, Ouais. et ben en fait, je change l'appareil. Donc ça, c'est une obsolescence technique. Et on a tous vécu ce type de problème-là. Après, il y a l'obsolescence qu'on appelle logiciel. Et ça aussi, on a tous vécu la situation où on a un vieux téléphone portable, et simplement, si on continue de le mettre à jour avec un nouvel OS, et ben, à un moment, en fait, il y a une incompatibilité entre le logiciel et le téléphone, entre le software et le hardware. Et donc, en fait, je ne peux plus télécharger la dernière version de telle ou telle application, parce qu'en fait, j'ai plus le téléphone qui est compatible avec la version logicielle. Et donc, je vais changer de téléphone qui fonctionne très bien pour cela. Et ça, c'est scandaleux, c'est une obsolescence logicielle. Et puis, il y a une dernière obsolescence qui également génère du gaspillage, c'est l'obsolescence culturelle. J'ai acheté l'iPhone 12 l'année dernière, Je vois. mais l'iPhone 13 vient de sortir. Et comme c'est super cool d'avoir l'iPhone 13, et que je vais faire rêver mes potes avec mon iPhone 13 qui a de nouvelles fonctionnalités, eh bien en fait, je vais aller acheter l'iPhone 13, et qu'est-ce que je vais faire de mon iPhone 12? Alors, si je suis sage et intelligent, j'irai le mettre sur une plateforme de revente en ligne, back market, e-commerce, mais je peux aussi le jeter ou le mettre au fond d'un tiroir et ne pas l'utiliser, et ça, c'est du gaspillage. Ouais, et bah, d'ailleurs, c'est Voilà intéressant. pourquoi on arrive à 5000 tours Eiffel. Oui, effectivement. En plus, c'est marrant parce que bah, on en parlait pas plus tard que ce matin avec des camarades, n'est-ce pas, de promo. Et on parlait de cette obsolescence programmée qui. Alors, d'un côté, tu as les fabricants qui font du contenu un peu cheapos, tu vois, de faible qualité pour pas que ça coûte trop cher en fait. Et du coup, au bout de 2 ans, ça va être mort. Et de l'autre côté, tu as Apple par exemple qui va faire qui fait un MacBook qui vont te vendre comme, enfin en te disant qu'il tient 20 ans, ce qui n'est peut-être pas faux, hein. Matériellement il va tenir 20 ans. Mais par contre il devient obsolète parce qu'il peut plus se mettre à jour au bout de 5 ans en fait. Et du coup, t'as plus accès à tes fichiers, etc. Absolument, ouais, tout à fait. Et puis j'ajoute quelque chose, c'est que tu sais, la dernière version de Word, elle est toujours plus lourde que la précédente parce qu'il y a plus de Ouais, fonctionnalités. Mais du coup, en fait, elle va ralentir ton ordinateur. Donc l'ordinateur, il fonctionne très bien. Mais comme en fait, il a stocké sur l'ordinateur, sur le disque dur de l'ordinateur, des fichiers, des programmes toujours plus lourds, toujours plus ce qu'on appelle de l'info, enfin des obésiciels, une contraction de obèse ouais. et logiciel, et ben en fait l'ordinateur, en un moment, il rame, et en fait on change parce qu'il rame, c'est tout. Et du coup, c'est complètement aberrant, et ça, c'est encore une fois une obsolescence logicielle, enfin un logiciel lourd qui affecte le hardware, et ça, c'est une obsolescence qui va générer ce qu'on vient de dire. Et donc là on est sur une volonté en fait. Parce que au-delà de Absolument, c'est une parce que, stratégie, c'est ça, une c'est une stratégie stratégie marketing. voilà, c'est une stratégie commerciale. On n'est plus juste dans les technologies vont trop vite, ça s'accélère, machin, donc il faut renouveler. Là, c'est quelque chose de délibéré, de souhaité, de voulu, en fait, d'organisé, en fait. Absolument. Et ce qu'il y a, c'est que nous sommes donc nous subissons cela. Et en un sens, il faudrait bien comprendre que nous sommes voilà, nous subissons, et en même temps, nous sommes acteurs de cela. Ouais. Parce que ces stratégies, elles fonctionnent parce que nous voulons bien complètement. qu'elles fonctionnent. Parce que, in fine, je ne vais pas me révolter contre mon téléphone portable qui ne fonctionne plus alors qu'il le devrait, ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, il faut toujours se remettre, nous les consommateurs, face à cette situation-là. Nous sommes responsables de cette situation qui est proposée c'est un rapport de force proposé par le fabricant de logiciels ou de téléphones portables, et qui voit si nous sommes prêts à l'accepter, et quand il voit que nous l'acceptons et que nous rachetons le prochain produit, il est gagnant. Il vend plus de produits et nous les achetons. Et donc voilà où nous en sommes. Donc il faut bien nous mettre, nous, face à nos responsabilités. Ouais, bah, effectivement, on reviendra après, on reviendra sur ce rapport de force on va en reparler après. Déjà, j'aimerais m'assurer, les amis, que le son est bon.
On a commencé depuis certes un petit moment, mais dites-moi si le son est bon, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci quelconque. Auquel cas, évidemment, je m'attellerai fidèlement et superbement à le remettre d'aplomb. Tu as écrit un article dans Le Monde diplomatique sur la question de la pollution par le numérique. Merci Nono. D'ailleurs, j'ai vu ta question Nono, hein. Je l'ai notée, je la garde pour après. Mais promis, je l'ai notée. T'as écrit un article, Guillaume, où tu parles donc de la pollution, tu parles même de destruction de la planète par le numérique. Et dans cet article, à un moment, tu parles de sac à dos écologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion de sac à dos écologique ? Absolument. C'est un article du Monde diplomatique qui est publié dans le Monde diplomatique d'octobre, hein, je précise. Donc, il est dans les kiosques actuellement. Et cet article, en fait, il reprend les grandes idées que j'avais développées dans le livre L'enfer numérique. En fait, tu vois, on a dit que quand c'est virtuel, c'est matériel. Là, on se l'est dit, on s'est donné des chiffres, on a essayé de se l'expliquer. Et en fait, le sac à dos écologique, c'est un mode de calcul qui permet de encore mieux comprendre pourquoi est-ce que rien n'est virtuel et que tout est matériel. Le sac à dos écologique, en fait, c'est un mode de calcul qui a été mis au point par des chercheurs allemands dans un institut en Allemagne qui s'appelle le Wuppertal. Et ce mode de calcul, en fait, consiste à calculer toutes les ressources qui ont été mobilisées pour fabriquer un produit depuis la mine, ou depuis je sais pas moi, la mine pour un produit électronique, ou bien le champ pour une tomate, ou la forêt pour un meuble, jusqu'à la décharge. Donc quand tu dis la mine, pardon, je te coupe, c'est vraiment le point de départ de la matière première, quoi. Le point de départ de la fabrication d'un téléphone. Ouais. Tu vois, tout téléphone portable, ou les interfaces sur lesquelles nous communiquons aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi vous êtes, vous qui nous écoutez, une tablette, un téléphone, un ordinateur, mais ça commence d'abord par un trou dans le sol, pour fabriquer tous les métaux qui se trouvent dans cet ordinateur ou ce téléphone. Donc, en fait, l'idée, c'est de calculer toutes les matières premières qui ont été mobilisées pour fabriquer le produit. Et en fait, extraire du graphite pour fabriquer la batterie du téléphone portable, il faut des tonnes de roches pour extraire 1 kilo de graphite. Et donc, en fait, le MIPS, le sac à dos écologique, qu'on appelle aussi MIPS, en fait, il calcule cela. Et puis il ajoute le pétrole qui a été nécessaire pour transporter l'ordinateur. Il ajoute l'électricité qui a été nécessaire pour le fabriquer, et ainsi de suite. En fait, il prend en compte l'ensemble de l'impact matériel d'un produit durant toute sa fabrication, sa vie et son recyclage. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que les ordinateurs, notamment, sont bien plus gros, bien plus lourds que leur poids final. Et ça vaut pour tout, c'est-à-dire qu'une pomme est bien plus lourde et bien plus grosse que son poids final. Un litre de jus d'orange également, un t-shirt, une tasse à café. Mais c'est encore plus vrai pour les technologies électroniques parce qu'elles nécessitent des métaux qui sont souvent rares, c'est-à-dire dilués dans l'écorce terrestre. Et donc en fait, un téléphone portable, pour vous le dire clairement, ça ne pèse pas 150 grammes, ça pèse 150 kilos. Il faut 150 kilos de matière pour produire un téléphone de 150 grammes. D'accord. Donc c'est un ratio de 1 à 1000. Il faut 1000 fois plus de matière première pour fabriquer le produit fini qui est tout beau, tout propre et qui se glisse dans la poche. Donc gardons en tête que plus on a des objets dans la poche électroniques qui sont beaux, légers, discrets, plus paradoxalement, l'impact matériel et le leg matériel de ces objets est lourd. Et ça vaut encore plus, c'est encore plus vrai pour une puce électronique. La puce, vous savez, que vous avez sur votre carte bleue, mais que vous avez également dans votre téléphone portable, cette puce qui pèse 2 grammes, il y a 60 matières premières, jusqu'à 60 matières premières dans une puce. C'est une débauche d'énergie pour fabriquer une de ces puces, parce qu'en fait, elles sont gravées avec le système de lithographie qui permet de fabriquer les puces est extrêmement complexe et évolué. Et en fait, cette puce, elle pèse pas 2 grammes, elle pèse 32 kilos, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire en fait que ce sac à dos écologique, il faut en avoir conscience pour se redire encore une fois que plus on va vers les technologies essentiellement virtuelles qui permettent de vivre dans le monde virtuel, plus paradoxalement nous vivons dans un monde qui est matériel. Et ça c'est très important, c'est une idée très forte qu'on doit avoir en tête parce que nous avons cet impact-là et nous sommes acteurs de ça et nous devons être responsables au moment de trouver des solutions pour limiter cet impact-là. Et ça c'est fascinant parce que effectivement il y a ce côté tiens, merci Lise pour ton follow, bienvenue chez Baston Lagaffe, j'espère que tu t'y plairas, on est bien ici. On est avec Guillaume Pitron, j'en profite pour le rappeler, faire un peu comme à la radio, on est avec Guillaume Pitron, qui est journaliste, réalisateur, auteur,
et qui a écrit en l'occurrence, qui vient de sortir L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, et on parle ensemble de coûts écologiques du numérique. Donc, j'allais dire avant de m'auto-interrompre que, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on dirait que, effectivement, plus c'est miniaturisé, moins ça a une empreinte écologique forte, en fait. Tu vois, on a cette impression-là. Et en fait, ce que tu dis, c'est que, non, pas du tout. Oui, et il y a des gens qui disent, ah bah non, mais attendez, l'impact de nos vies numériques se réduit parce que nos téléphones sont toujours plus petits. Bon, en fait, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Plus c'est petit, plus c'est compliqué à fabriquer, plus il faut de matières premières, souvent rares, souvent diluées dans l'écorce terrestre, Incroyable. plus il faut de l'énergie, et plus finalement il faut de matières premières. C'est complètement contre-intuitif. Et donc, encore une fois, il y a un grand bluff ici, il y a un grand discours, il y a nos sens sont complètement en fait bouleversés. oui, La réalité ah oui. n'est pas celle que nous percevons avec nos sens, avec nos yeux, nos oreilles, le goût, l'odorat. Et c'est ça qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'en fait, il faut en fait à chaque fois partir à rebours de ce que nous ressentons de prime abord, de ce qui paraît de prime abord évident. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce qu'en fait, finalement, en fait, et quand tu l'expliques, c'est logique, cette idée que, plus c'est petit, plus il faut aller chercher des métaux, plus il y a un travail minutieux à faire en amont, en fait, au tout début de la chaîne. Ouais, Donc, absolument. donc ce qui a l'air petit, quand on voit une carte nano-SIM, maintenant on utilise ça un peu partout, j'ai l'impression, on se dit, ah bah cool, c'est plus petit. Pas forcément avec cette voix, mais on se dit que cool, c'est plus petit, donc ça veut dire que ça prend moins de place et que écologiquement c'est plus... Enfin bref, je me répète un peu, mais j'avoue que je suis un peu sous le choc. C'est quand même Non, assez... mais disons-le autrement, Baston, on le dit autrement, plus c'est petit, plus c'est gros. Ouais, c'est ça, mais c'est trop contre-intuitif pour moi, c'est assez incroyable. Ok, donc coucou, tiens, on a de nouveaux follow, que je vais devoir prononcer, alors là j'en suis navré, là. Il y a un peu de troll dans l'air, mais... du coup, coucou Billy de Trans et coucou Sperme de Shrek. On est là, bienvenue chez Baston la gaffe, on est là avec Guillaume Pitron. Quand tu parles de calcul, donc tu disais en fait, donc, je résume ce que tu as dit, tu me dis si je résume bien. Le sac à dos écologique, cette notion de sac à dos écologique, c'est un ensemble en fait de mesures pour... pour mesurer en fait l'impact environnemental d'un produit technologique du début à la fin de sa vie, genre vraiment de la base, de la L'impact mine matériel. jusqu'à la décharge. Ouais. Et cette notion en fait, ce sac à dos écologique, qui est-ce qui le mesure? Ce sont les Allemands justement de cet institut qui s'appelle le Wuppertal Institute, et qui en fait ce sont des chercheurs, hein, ce sont des ingénieurs, des spécialistes, et qui en fait proposent de faire ce calcul-là. Et alors figurez-vous que vous pouvez aller sur le site du Wuppertal et calculer le MIPS le sac à dos de votre vie, le sac à dos écologique de votre vie. Parce qu'en fait, ils vous font remplir c'est très intéressant, un questionnaire où ils vous posent un peu toutes sortes de questions sur vos modes de vie. Comment vous vous déplacez, où vous vivez, la taille de votre appartement, qu'est-ce que vous mangez. Enfin, l'idée, c'est en fait précisément d'établir un peu une espèce de profil de qui vous êtes en tant que consommateur. Et à la fin, ils vont vous dire, compte tenu de tout ce que vous nous avez dit, en fait, voici quelles sont les tonnes de matières premières que vous consommez en réalité chaque année. Et donc, j'ai appris que j'étais, je crois, consommateur de 30 tonnes de matières premières par an. Donc moi qui dis je me déplace en vélo, je prends le métro, mon téléphone est petit, je pollue pas, c'est complètement faux en fait. Parce que je vis dans un pays riche, parce que je me chauffe, parce que quelquefois je prends l'avion. Et en fait, mon sac à dos écologique à moi sur une année, c'est environ une trentaine ou peut-être même une quarantaine de tonnes. C'est fou, enfin imaginez que je verse une quarantaine de tonnes de gravats en bas de mon immeuble ou dans mon jardin, et on me dirait, voilà, c'est toi tous les ans. C'est dingue. 30, mais t'as pas honte, Guillaume, sérieusement, remets en question, non? T'as pas honte? 30 à 40 tonnes par an, c'est énorme. Mais je suis dans la moyenne. Ok, Vous qui nous parlez là, je pense que si vous faites le test, vous allez voir, et je pense que vous serez tous à peu près, ou toutes et tous à peu près à ça.
Alors, tapez, parce qu'en fait, j'ai pas le lien sous les yeux que je donne dans mon livre, mais tapez Wuppertal, W-U-P-E-R-T-A-L, W-U-P-P-E-R-T-A-L, et vous allez voir, vous allez tomber sur le site qui, en fait, Wuppertal et MIPS, M-I-P-S, pour Material Input per Service Unit. Et en fait, vous allez tomber sur le site, je crois même qu'il est en anglais, mais aussi en français, et vous avez plusieurs sites qui proposent ça, pas que celui-ci. Vous allez voir, Ok. c'est très intéressant. Ok, bah, C'est écoute, flippant, c'est intéressant. écoute, on se fera ce test à l'occasion, mais on pourra pas en stream. Je l'ai mis dans le chat en tout cas. N'hésitez pas à taper Wuppertal. Wuppertal. Je pense peut-être mal, Ouais. j'en suis navré. Ma maîtrise de l'allemand est très approximative. Ok. On va revenir sur ce que tu as appelé tout à l'heure un rapport de force entre les fabricants de produits technologiques, numériques, et nous, les consommateurs. Moi, je trouve finalement il y a une espèce de paradoxe avec lequel on doit vivre en fait finalement. C'est-à-dire que là, pour dénoncer ou en tout cas mettre en lumière le fait que le numérique est une industrie ultra polluante, ben en fait, tu viens sur ma chaîne Twitch, donc, qui appartient à Amazon, et donc ce stream-là, qui est en parallèle de milliers d'autres streams actuellement dans le monde, mais restez s'il vous plaît, les amis, on est bien ici, tous ces streams qui sont en parallèle, ils sont stockés sur les serveurs d'Amazon, ils vont le rester au moins 14 jours. Le mien, il sera téléchargé puis mis sur YouTube, et donc finalement, on vit avec cette espèce de paradoxe, quoi. Et donc philosophiquement, comment on fait? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que Merci. d'abord, ça veut dire que moi, dans ma démarche de journaliste, il va falloir que je fasse extrêmement attention à pas être moralisateur, à pas être péremptoire, à pas être professoral. Parce que je suis comme vous, comme nous tous, je consomme ces outils numériques. J'ai besoin d'Internet pour réaliser mes enquêtes, j'ai besoin d'Internet pour communiquer sur les résultats de mes enquêtes. Je suis sur les réseaux sociaux, enfin c'est pas moi qui gère mes réseaux sociaux, donc avis aux trolls, ça ne sert à rien de me troller, je ne lis pas les choses qu'on dit sur moi, mais de facto je suis quand même sur ces réseaux sociaux, donc je suis moi-même en permanence en train de polluer, si vous voulez, parce que j'ai besoin du numérique. Et donc, à un moment, il faut que je sois moi-même assez honnête pour reconnaître que je suis pris à mes propres contradictions. Pour autant, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que ça pollue d'envoyer un email, un like, de regarder une vidéo qu'on va tout d'un coup s'arrêter de faire tout ça. Parce que dans ce cas-là, on devient des talibans, en fait. On devient dans ce cas-là, demain, c'est la dictature verte. On peut tout interdire au nom de l'écologie. Complètement. Puisque tout pollue. Et comme respirer pollue. Et d'ailleurs, Oui. Pascal Pro serait le premier heureux qu'on parle de Khmer vert et de dictature verte. Donc on va pas lui faire ce plaisir-là. De facto, il faut faire attention parce qu'effectivement, dans ce cas-là, au nom de l'écologie, ça devient de l'écologie plus que punitive. Enfin, ça devient ce que j'appelle un gouvernement vert sombre. Respirer pollue. Je veux dire, je respire, j'émets du CO2 dans l'atmosphère. Peut-être que mon existence justifie que je pollue. Et de la même façon, peut-être que notre discussion sur Twitch avec toi, Baston, justifie que nous polluons. Il y a un coût écologique à tout ce que nous faisons, à chacune de nos actions. Il est à chaque fois minime, mais il faut le multiplier par les milliards d'actions digitales quotidiennes. Mais pour autant, le fait de nous parler et de prendre conscience de cela, c'est le début de l'action. Et je peux estimer que les gains en termes écologiques vont être à la fin supérieurs au coût écologique de notre discussion, parce que j'aurais contribué à faire prendre conscience d'un problème environnemental et que ça va générer demain des actions pour lutter mieux contre cette pollution-là. Donc à chaque fois, en fait, tout d'un coup, en fait, s'ouvre un débat qui est très intéressant, qui est celui de dire, mais est-ce que dans ce cas-là, à chaque fois que je vais faire quelque chose, ça va justifier le coût écologique le gain pour l'environnement, le gain pour la société va justifier son coût écologique. Mais cette question se pose après tout si je fais un Paris-Marseille en bagnole, seul dans ma voiture. Ouais. Je vais me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à Marseille, aller-retour pour le week-end, Ouais. ou à New York pour le week-end pour une fête, compte tenu de ce coût écologique-là? Je peux, de façon tout à fait responsable et sensée, me dire que peut-être que c'est un peu cher payé pour la planète que de prendre l'avion, aller-retour à travers l'océan Atlantique pour une soirée le week-end. Pareil pour aller à Marseille seul dans ma bagnole. Et donc de la même manière,
quelles sont les actions écologiques, quelles sont les actions numériques qui justifient leur coût et quelles sont celles qui ne le justifient pas. Alors moi, j'estime qu'être sur Twitch avec vous ce soir, ça le justifie. On peut dire que je suis hypocrite, mais moi, je le pense sincèrement. En revanche, investir dans le Bitcoin, juste pour le plaisir de voir si je gagne ou je perds de l'argent, qui est un grand loto géant, alors que le Bitcoin, c'est 0,5% de la consommation d'électricité mondiale, c'est-à-dire autant que la consommation électrique d'un pays comme le Danemark, ça, pour moi, c'est un non-sens probablement écologique, mais également un non-sens social, économique, au regard de son coût écologique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il va falloir qu'on apprécie, peut-être, de façon intelligente, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Voilà. Mais encore une fois, on ne va pas s'interdire de vivre. Et surtout pas en période de Covid et post-Covid, où on a besoin de ces outils pour vivre. Voilà. Donc je ne suis pas un taliban, et il ne faut pas que ça génère ce type de réaction-là, qui soit de l'écologie punitive. Ouais. Et alors, du coup, c'est ça, les amis. En fait, maintenant, demandez-vous à chaque fois si la vidéo de chaton que vous regardez, est-ce que ça vaut le coup de la regarder? Et la réponse sera toujours oui. Parce que c'est toujours bien de regarder les vidéos de chaton. Voilà. Coucou Bubu Radical. Tiens, un petit commentaire, Guillaume, à ton adresse, qui nous dit: salut Baston, passionnant ton invité. Et bonsoir Guillaume Pitron. Et coucou le chat. Merci. Voilà. Donc, effectivement, merci. Guillaume, je pense qu'à notre niveau, effectivement, là, on fait on fait de notre mieux pour que justement, cette réalité-là, les gens en prennent conscience, quoi. Voilà. Avec nos petits bras, quoi. On essaie de faire en sorte que, effectivement, les gens soient conscients de cette réalité-là. Avant d'en venir... Ce qui est important, Baston, aussi, permets-moi de te couper un instant la parole, mais c'est d'aller même dans la démonstration d'après. Parce qu'en fait, un email, bon, ça pollue un peu, hein. Un like, ça va polluer un petit peu. Mais en fait, dès qu'on va basculer sur la vidéo, ça va polluer davantage parce que c'est de la haute définition à 24 images par seconde. Ouais. Mais ça va être quoi un monde dans lequel on va être tous avec des casques de réalité virtuelle, en train de jouer à des jeux vidéo avec des joueurs qui seront branchés partout sur le réseau, quelque part de la planète. Et ça va être quoi la pollution du métavers? C'est une belle question, parce que si effectivement, comme le veut Zuckerberg et comme le veulent d'autres, on va dans un monde où en fait tout ce que nous faisons dans le monde physique est répliqué dans le monde numérique, où nous aurons des avatars ou un avatar qui sera la représentation immatérielle immatérielle avec des guillemets bien évidemment, de ce que je fais dans le monde physique, mais dans le métavers, alors là, tout d'un coup, on rentre dans un monde de pollution qui va être absolument colossal par rapport à ce que nous produisons aujourd'hui comme pollution. Et demain, Internet, ça va être un Internet de robots. De plus en plus, aujourd'hui, des objets connectés qui ont une existence, qui peuvent produire et capter de la donnée indépendamment de l'action humaine, eux-mêmes se connectent avec d'autres objets connectés, produisent de l'information. Cette information est médiée par des algorithmes, par des machines qui calculent, qui transforment ceci en information, cette donnée en information, cette donnée en service numérique. En fait, ce qu'on réalise, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec mon petit email, je ne pollue pas grand-chose par rapport à cette immense masse de données qui est en train d'être produite, qui va être toujours plus produite par un Internet de machines, pour les machines, par les machines, au service des machines. Et en fait, c'est cet Internet qu'on appelle notamment l'Internet de tout, dans lequel les hommes vont être connectés, les objets vont être connectés, les animaux vont être connectés, les arbres et les plantes vont être connectés. Tout ça va fournir de l'information pour le compte d'une immense matrice que certains, Steve Case par exemple, un technoprophète américain, appelle déjà le holos. Et bien ça, en fait, ce sont les vrais sujets qui sont devant nous, en fait. C'est-à-dire que nous sommes à la préhistoire du numérique. Je veux dire, nous sommes en 2021 et nous sommes au tout début, en fait, de l'existence de ce réseau. Et quand nous serons dans quelques années à l'iPhone 17, 23, à la 27G et ainsi de suite, alors à ce moment-là, en fait, ça va être absolument colossal. Donc nous sommes au début de cette prise de conscience d'un problème qui est en train de monter. Et il est juste temps de prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que si on ne le prend pas à bras-le-corps, en fait, on va vers un monde d'Internet systématique, d'Internet de tout, d'Internet produit par des machines, fait pour les machines, indépendamment de l'interaction humaine. Et cet Internet-là va être, je ne sais pas combien de fois plus polluant que l'Internet actuel, avec des enjeux écologiques qui vont être absolument colossaux. Donc il faut avoir cette prise de conscience aujourd'hui ensemble pour pouvoir amorcer une action avant que ça devienne incontrôlable, avant qu'il ne soit finalement trop tard pour agir sur un monde numérique que nous aurons laissé prospérer, croître, sans être capable d'avoir une once de contrôle dessus. Ouais, c'est marrant parce que tu as dit quelque chose qui me semblait que tu avais dit un peu anodinement. Bon, moi, je l'ai noté en journaliste professionnel et je me suis dit, je vais rebondir là-dessus. Et en fait, tu l'as répété, ce qui veut dire que c'est pas anodin. Tu as parlé d'un Internet par
pour et au service des machines. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Bah, en fait, si tu veux, aujourd'hui, une part importante des données, enfin, comment te dire? Je l'explique dans le livre. En fait, par exemple, tu le sais qu'il y a des vidéos sur Internet qui peuvent être des vidéos de propagande au service d'un État qui ont été vues un nombre de fois exceptionnellement élevé. Donc il y a du trafic qui a été créé autour de cette vidéo, une vidéo de propagande, et tout d'un coup, elle prend de l'importance parce qu'il y a du trafic. Et on réalise en fait que ce trafic est fictif et qu'il a été créé par des fermes de trolls automatisées et qui en fait créent du trafic de façon automatique sans que pour autant l'homme ne regarde, qu'il y ait eu littéralement des yeux et des oreilles biologiques pour les regarder. Donc c'est de l'attention fictive, mais qui permet de générer en fait une importance fictive à des contenus sur le web. Et ça c'est typiquement un Internet de machines. Et en fait, ce trafic-là est calculé. C'est-à-dire que YouTube, Facebook reconnaissent que le trafic sur leur plateforme est exagéré et que si on devait retirer le trafic qui est généré uniquement par les machines, dans ce but notamment d'augmenter la visibilité d'une vidéo à caractère de propagande par un État, et bien si on enlevait en fait ce trafic fictif, en fait le trafic serait bien moindre. Et donc on est en train en fait de réaliser que les données sont de plus en plus produites par des machines, elles sont de plus en plus consommées par des machines, et que la part de l'humain dans aujourd'hui la dynamique du web est en train de s'abaisser avec la part de la machine qui est en train de se renforcer. Et nous participons de ça, nous mettons en fait Internet sous pilotage automatique. Si demain l'humanité disparaît, baston, Internet continue de tourner. Si demain une intelligence extraterrestre arrive sur Terre et que nous avons tous disparu dans une prochaine pandémie, ce que je ne souhaite pas, en fait, il y aura encore une activité sur Terre. Une activité végétale, animale, mais une activité électronique. Et c'est ça que en fait, je veux vous dire, c'est qu'en fait, nos limites biologiques, elles sont là. À un moment, je peux essayer de regarder, je peux faire du binge-watching de séries Netflix qui se bat contre mon sommeil. Je vais être capté par les techniques de captation de mon attention sur les réseaux sociaux pour consommer toujours davantage, mais à un moment, je vais quand même dormir. Et les journées font 24 heures, et les semaines font 7 jours, et les années font 12 mois. Mais en fait, si l'attention, la production de données et la consommation de données est de plus en plus une affaire de machines qui peuvent être répliquées par milliards et qui peuvent tourner absolument tout le temps, si demain, quand toutes les rues dorment, les villes dorment, mais que dans ces villes, des voitures autonomes maraudent pour proposer éventuellement à un tel ou un tel une course en taxi, alors en fait, nous générons une nouvelle forme de pollution qui en fait n'est plus cantonnée à la capacité biologique de l'homme à consommer Internet. Ce plafond biologique saute. Et nous arrivons dans un autre monde avec une nouvelle forme de pollution dans des proportions qui sont absolument colossales. Voilà. Ouais, en fait, il y a une espèce de... Je vous emmène un peu loin, hein, mais c'est exprès en fait. Je vous emmène volontairement loin pour essayer de se figurer ce qui se produit, parce que nous devons pas seulement regarder le présent, nous devons déjà voir les dynamiques. On ne doit pas regarder la photo, il faut regarder le film. Et ce film-là, c'est une fabuleuse dynamique vers toujours plus de consommation de données. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce fait de la pollution numérique. C'est probablement le poste de pollution aujourd'hui qui, de toutes les industries, est celui qui gagne le plus en importance et qui croît le plus vite. Oui, et c'est pour ça que c'est un sujet majeur qui va nous tenir pour les 3-4 prochaines décennies à coup sûr. Oui, alors que les autres industries, finalement, sont au contraire. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, le numérique a une espèce de totem d'immunité où on remet en question un peu les autres, les énergies fossiles, le pétrole, machin. On se dit, c'est pas bien, le pétrole, l'écologie et tout. Mais effectivement, on parle pas du numérique. Volontairement non, ou non. Ou est-ce que... Enfin, en fait, ça passe à travers les mailles du filet, en fait. Oui, parce que, comme on l'a dit, le cloud, tout ça, c'est des mots en fait, qui nous embrouillent, donc il y a un problème d'éducation. Et puis ça, comment dirais-je, je veux dire, quand j'envoie un email avec mon téléphone, il n'y a pas une fumée noire qui sort du téléphone à chaque fois que j'envoie un email. C'est pas comme une voiture thermique où littéralement, quand je l'allume, il y a le nuage qui sort du pot d'échappement. Donc en fait, c'est une pollution qui est insensible. Ouais. On ne la sent pas, on ne la voit pas, on ne la touche pas. Et donc comment est-ce que nos sens, nos réflexes reptiliens de survie peuvent réagir face en fait à ces pollutions qui sont invisibles. Et j'ajoute, Baston, et ça c'est vraiment important à comprendre,
c'est qu'en fait, nos comptes Facebook, probablement que nous avons tous des comptes Facebook, nous qui nous parlons, enfin, pour beaucoup d'entre nous, moi j'en ai un. En fait, nos comptes Facebook se sont stockés dans un centre de données au nord de la Suède. Donc en fait, Ok. quand je communique sur Messenger ou même sur WhatsApp avec des amis, en fait, je ne communique pas de mon téléphone au téléphone de l'ami. Ça passe en fait toujours par une ville qui s'appelle Luleå, au nord de la Suède, à 2 pas du cercle arctique. D'accord? Donc en fait, l'information, elle va là-haut, elle redescend. Et donc en fait, nous sommes toujours médiés par ce data center de Facebook. Donc je me suis dit, bah, vous savez quoi? Bah, je vais aller voir le data center de Facebook. Et donc j'ai pris un avion, je suis allé à Stockholm, et de Stockholm, j'ai pris un train. Et j'ai traversé pendant des heures et des heures la Laponie pour arriver jusqu'au data center de Facebook, parce que mes 550 amis sont là-bas. Ben, Et ouais. je suis là. Ben justement. Alors Facebook m'a pas laissé rentrer, mais j'ai pu voir ce data center. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on ne fait pas attention à Facebook là-bas. Facebook est discret. Facebook agit derrière une entreprise qui s'appelle Pinnacle Sweden, donc personne ne sait que c'est Facebook. Et en fait, j'ai réalisé que Facebook, et c'est vrai aussi avec Amazon, c'est vrai avec Apple, invisibilise leurs infrastructures. Ils les effacent. On voit la marque Facebook, le logo partout sur la toile, mais dans le monde physique, personne ne sait où c'est. Et ça, c'est organisé. C'est une stratégie d'invisibilisation. Et donc nous n'avons pas conscience de cette pollution parce que l'industrie s'efface du monde physique, alors que pourtant elle est dans le monde physique. Mais elle s'efface de lui, elle disparaît, elle se rend invisible, intouchable, inodore, indolore, de fait que nous puissions continuer à consommer sans avoir une espèce de mauvaise conscience à consommer, puisque nous avons l'illusion grâce à cela que nous n'avons pas d'impact sur la planète. Et oui, c'est ça, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que, bah, tu vois, moi, tu m'apprends que les serveurs de Facebook sont au nord de la Suède. Alors, on imagine que c'est pour des raisons de température, entre autres. Absolument. Mais Absolument. c'est assez fou. Mais Parce... pour expliquer ça, Ouais, bravo. vas-y. En fait, c'est parce que les serveurs chauffent à 60 degrés, il faut les refroidir à 27 degrés pour pouvoir travailler dans le centre de données à une température optimale. Et le refroidissement est permis par de la climatisation, mais la climatisation, ça consomme de l'eau, l'électricité. Or, si jamais on va mettre les serveurs dans le Grand Nord, où grosso modo, il suffit d'ouvrir la porte du serveur pour laisser rentrer le blizzard, pour refroidir naturellement les serveurs, alors ça consomme moins d'électricité. D'où la raison pour laquelle Internet recherche de la puissance, Internet recherche de la vitesse, comme vous le savez, c'est la latence, et Internet recherche du froid. D'accord, c'est marrant, on dirait qu'on parle d'un monstre, on dirait qu'on parle de Thanos, tu sais. Genre, C'est un Léviathan. C'est un Léviathan. Ouais. Et du coup, les serveurs d'Amazon sur lesquels ce stream est diffusé recherchent aussi du froid, en fait. C'est fabuleux. Ah, ils recherchent du froid, mais probablement de façon artificielle. Alors peut-être de façon naturelle, en allant éventuellement installer des serveurs dans le Grand Nord suédois, ou norvégien, ou finlandais, faudrait voir. Mais sinon, ils recherchent tous du froid, et notamment en fait, en ayant recours à des systèmes de climatisation. Donc de toute façon, Internet a absolument besoin de froid. Voilà. D'accord, c'est super intéressant parce que justement, alors je garde la question de Nono pour la fin, en espérant qu'elle soit positive, que la réponse soit positive. Mais je voulais te demander, justement, vu que tu l'as évoqué là, t'es parti, t'as pris l'avion, t'as pris le train pour aller jusqu'en Laponie. Bah déjà c'est cool comme boulot, moi aussi, je veux bien être journaliste pour aller, pour tracer ma route et aller jusqu'au bout du monde et voir, ça devait être super beau. C'est important, Baston, parce qu'en fait, si tu veux, à un moment, quand on fait une enquête là-dessus, on va sortir des chiffres, des faits, on va raconter des histoires qui sont racontées en off par un tel et un tel, donc c'est une vraie enquête, mais c'est aussi un reportage, c'est-à-dire qu'à un moment, si cette infrastructure est réelle, si elle est faite de toutes ces choses que je vous raconte, bah, dans ce cas-là, moi j'ai envie d'aller la voir. Ouais. Et j'ai envie de jouer mon rôle de reporter et de vous emmener, vous, à qui je parle à l'instant, mais peut-être vous lecteurs, si vous dites tiens, j'ai envie d'en savoir plus dans le livre, mais j'ai envie de vous emmener, vous prendre par la main et de vous emmener dans le voyage. Dans mon voyage à travers Internet. Et donc je suis en Chine, dans les mines de graphite qui permettent de fabriquer des téléphones portables. Je suis aux États-Unis, dans les mines de charbon grâce auxquelles on produit l'électricité qui fait tourner les data centers de la côte est américaine. Je suis en Laponie où sont nos comptes Facebook. Je suis en Estonie, qui est la nation la plus digitalisée de la planète, etc., etc. Donc en fait, il faut littéralement sentir, toucher, voir, goûter Internet. Et ce que j'ai découvert, Baston, c'est qu'en fait, Internet a une couleur. Internet a une odeur. On peut entendre Internet. Internet a un goût. C'est le goût de l'eau de mer, qui est celle qui recouvre, l'eau de mer dans laquelle on a plongé les câbles sous-marins. Et puis un jour, on les récupère pour les recycler, donc on les sort de l'océan,
et on les ramène à la terre ferme, et ils sont encore mouillés, et donc ils ont un goût d'eau de mer. Donc Internet a le goût d'eau de mer. Internet émet un son. On peut écouter, entendre Internet. C'est le son des serveurs dans les data centers du Grand Nord, de la Suède, qui émettent tous un son strident multiplié par le nombre de serveurs. On a l'impression d'être rentré dans une ruche. Internet a une texture, Internet a une odeur, et ainsi de suite. Et donc en fait, ce que j'essaie de raconter, c'est ça, c'est de confronter sensoriellement, de confronter mes sens à ce qui est soi-disant immatériel, et à vous dire pas du tout, en fait, quand je dépasse ce grand bluff de ça n'existe pas parce que c'est le cloud, et ben en fait, mes sens sont mis à rude épreuve finalement, et je vous raconte quelque chose qui existe pour de vrai. C'est fabuleux. Et en fait, est-ce que tu peux nous parler justement de ta démarche? Comment tu t'y es pris? Donc pour mener cette enquête, je rappelle que du coup tu as écrit un livre qui s'appelle L'Enfer numérique, qui vient de sortir. L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent, hein, pour présenter jusqu'au bout. Comment tu t'y es pris justement? C'est quoi ta démarche? Comment elle s'est passée? Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots? Parce qu'il est déjà 20h04 et je sais que tu me disais que tu avais besoin de ta soirée. Donc en quelques mots, comment s'est passée ton investigation en fait? 2 ans d'investigation sur 4 continents, vous l'avez compris. Et d'abord, ça commence en fait par un gigantesque une lecture où j'ai vidé Internet de tout ce que je pouvais lire sur la pollution numérique. Et en fait, j'organise mes idées sur une carte mentale, sur un logiciel qui s'appelle Xmind, que je vous recommande. Et j'organise mes idées là-dessus. Voilà. Et puis après, je fais travailler des gens. Et je travaille avec des enquêteurs, des enquêtrices, des étudiantes essentiellement qui viennent de Sciences Po, du CFJ, donc du Centre de formation des journalistes, d'HEC, pour mener mes enquêtes. Et je rassemble cette information jusqu'au moment où je peux aller sur le terrain. Et puis une fois que toute cette information existe, eh bien j'écris. Et je mets environ 8 mois, pas à temps plein, un mi-temps pendant 8 mois pour écrire le livre. Ok. Et entre le début et la fin de ton livre, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, genre, qu'est-ce qui a changé? C'était quoi ta prise de conscience la plus forte? Moi, je crois que ma prise de conscience la plus forte, ça a été ce que je vous ai dit sur l'Internet de robots. Sur le fait qu'en fait, les limites d'Internet ne sont pas cantonnées à nos capacités biologiques, nous les humains, et que nous rentrons dans un Internet de machines. Voilà. Ouais. Et qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la révolution, hein, une contraction de robotique et de révolution. Et qu'en fait, ça va faire sauter tous les plafonds physiques, biologiques de la dynamique de ce réseau et de son impact matériel. Et donc, d'un côté, ces technologies nouvelles vont aussi permettre d'optimiser le réseau, de faire en sorte que pour chaque donnée produite, il y ait moins d'électricité consommée, il y ait moins de matière de produite. Donc, il va y avoir un gain tous les ans et tous les jours même qui va être réel. Et de l'autre côté, ce gain va être contrebalancé par l'explosion de la consommation de données. Donc en fait, je pense que ce qui m'a marqué le plus, en fait, probablement, c'est ça. Mais ce qui m'a marqué aussi le plus, c'est la finance passive, hein, la finance algorithmique. En fait, aujourd'hui, ce sont des machines qui investissent. Elles sont paramétrées pour investir. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que la finance passive, donc la finance des machines, la finance animée par des machines, par opposition à la finance active, c'est-à-dire la finance qui est animée par des hommes en chair et en os, la finance passive a plus tendance à investir dans le charbon que la finance active. Donc plus les robots investissent, plus ils investissent dans le réchauffement climatique, Wow, d'accord. par opposition aux humains. Et ça, ce sont des chiffres complètement surréalistes. Je pense que ça, c'est l'une des grandes claques que je me suis pris dans la figure, c'est en découvrant qu'en fait, on mettait la lutte contre le réchauffement climatique en pilotage automatique, en laissant les robots investir à la place des hommes. Alors, ils sont paramétrés en amont, hein. Il suffirait de changer la ligne de code pour le corriger, mais les hommes laissent tourner, disent que c'est la faute des machines, se déresponsabilisent, et on se retrouve avec des robots qui sont les meilleurs alliés du réchauffement climatique. Ça, je me suis pris une sacrée baffe en mettant cette information à jour. D'accord, ok. Écoute, j'aimerais terminer avec une question, la question de Nono, justement, que j'ai gardée pour la fin, parce que c'est celle qui a plus de chances d'être positive, et de nous laisser songeurs, et si tu veux, plein d'entrain et d'envie. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été envisagées pour réduire l'impact écologique d'Internet, ou pour le faire dans l'avenir? Est-ce qu'il y a un travail là-dessus? Bien sûr, effectivement, et en fait... c'est nécessaire de poser ce constat, mais je peux entendre que c'est
certains d'entre vous peuvent être choqués par cela et puis peut-être déprimés. Et moi, j'aime pas avoir des gens qui sont déprimés par ce que je dis parce qu'en même temps, c'est des sujets passionnants et je pense qu'il faut être passionné par cela. Et donc, c'est pas tout de poser le constat, il faut proposer des solutions. Et c'est hyper important de proposer des solutions et de dire, mais en fait, on peut agir, on peut faire quelque chose. Nous avons voilà, le pouvoir entre nos mains pour changer ce cours des choses. Et il n'y a pas de fatalité. J'insiste beaucoup là-dessus. Et j'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry qui dit, on ne peut pas être responsable et désespéré. Voilà. Je suis responsable, j'ai 41 ans. Je veux dire, je suis largement partie prenante à cette pollution d'Internet, j'en suis responsable, donc je ne peux pas être désespéré. Donc, il y a plein de solutions. On pourrait parler des heures, d'accord, de la pollution. Comment est-ce qu'on simplifie les pages web, on les rend moins lourdes de façon à pouvoir limiter la bande passante et, in fine, permettre un moins d'impact des données sur l'environnement. Comment est-ce qu'on optimise la production de données avec des data centers de taille gigantesque de façon à justement permettre que le coût électrique ou matériel d'une donnée soit toujours moindre. Comment est-ce qu'on répare, enfin voilà, il y a plein de choses, mais il y a un sujet sur lequel il faut vraiment insister, et en plus il est très concret, c'est vos téléphones portables. En fait, la pollution produite par les interfaces, donc encore une fois, téléphone, ordinateur, tablette, cette pollution, c'est la moitié de la pollution du numérique. La moitié. Or, comme nous le savons, nous avons tendance à consommer et à surconsommer, voire à gaspiller ces téléphones, on en a parlé tout à l'heure. Donc, et parce qu'on les garde quoi? 1 an et demi, 2 ans, enfin, vous voyez le sujet. En fait, il faudrait les garder 2 fois plus longtemps. Et si je garde à gros traits mon téléphone 2 fois plus longtemps, ben en fait, je divise par 2, environ, hein, je simplifie, mais je divise par 2 ce poste de pollution qui lui-même représente la moitié de la pollution numérique. Donc c'est énorme l'effet de levier que je peux avoir en allongeant la durée de vie des produits électroniques qui m'entourent. Comment je les allonge comment j'allonge la durée de vie de mon produit? En fait, à titre personnel, j'ai un iPhone 7 que j'ai acheté l'année dernière sur Back Market. Donc il était d'occasion. Donc déjà, on achète d'occasion. Ensuite, il a été en panne ce téléphone et j'ai dû plusieurs fois le faire réparer, y compris changer son écran qui s'est cassé. Et en un an, j'ai fait réparer ce téléphone 4 fois. Je n'ai pas acheté à la poubelle, je l'ai réparé 4 fois. Si jamais, au bout du compte, je décide de m'en séparer, je le revendrai sur Back Market, encore une fois, ou sur e-commerce. Je n'ai pas d'action dans Back Market ou dans e-commerce. Ce sont des gestes tout simples, mais qui permettent de rallonger la durée de vie des produits. Je n'ai pas acheté, mais ça pourrait être une idée, d'acheter un Fairphone, qui est un téléphone de la marque Fairphone, Fairphone, qui est une marque hollandaise, et qui produit des téléphones qui sont réparables. Et donc, si l'appareil photo de votre téléphone tombe en panne, vous ne changez pas le téléphone, vous changez l'appareil photo. Et vous pouvez même le réparer vous-même. Parce que c'est fait pour être réparé par soi-même, pour faciliter la réparation. Et Fairphone dit, il faut que le téléphone que nous vous vendons, vous le gardiez 8 ans. Vous voyez un peu cette démarche militante qui consiste à dire achetez nos téléphones le moins souvent possible. Et donc ça c'est intéressant. Et donc vraiment réfléchissez, allez sur des tutos, renseignez-vous sur la meilleure façon de garder votre téléphone le plus longtemps possible. Des produits réparables peuvent être des produits désirables. Et ça c'est un bon mot de la fin, ça. Un produit réparable peut être un produit désirable, effectivement. Tu fais bien de rappeler l'existence du Fairphone. Et on a Bubu Radical dans le chat qui disait, alors qui réagit à ce qu'on a dit un peu plus tôt, mais qui disait intéressant, en même temps une machine n'a pas de morale, entre guillemets, du coup lui faire du trading, c'est se débarrasser de sa conscience. Parce qu'effectivement... Mais en fait, je suis d'accord avec ça. C'est exactement ce que je disais d'ailleurs sur la finance passive, c'est à un moment, il y a un impact écologique à des stratégies d'investissement qui sont comment dirais-je, qui sont animées par des machines, qui sont conduites par des machines, et on est limite en train de considérer que c'est de la faute des machines si jamais elles investissent dans le charbon, alors que nous les avons paramétrées pour qu'elles agissent de la sorte. Et donc il y a une déresponsabilisation. C'est Pilate, je me lave les mains. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est pour ça que l'ONG, dont le nom m'échappe tout d'un coup, mais je pense que c'est la Hewlett-Packard Foundation, qui en fait, en mettant au jour cette information-là, dit qu'en fait, nous sommes en train de mettre le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, sous pilotage automatique. Nous nous déresponsabilisons.
Et vous avez des quantitative funds, c'est-à-dire des fonds quantitatifs qui en fait ont largement recours aux algorithmes et qui en fait, parce que les algorithmes vont permettre de mieux comprendre l'environnement financier d'un produit et d'investir avec une plus grande chance de voir cette stratégie d'investissement couronnée de succès par rapport à une stratégie d'investissement conduite par des hommes, eh bien ces fonds algorithmiques, certains d'entre eux, un d'entre eux en particulier, j'y pense, écrit noir sur blanc dans ses documents contractuels, si jamais la machine fait mal, c'est pas de notre faute. Nous sommes contractuellement non responsables si jamais la machine engage une stratégie d'investissement qui finalement ne veut pas gagner autant d'argent que vous le souhaiteriez. Mais ça revient pour les humains à dire c'est de la faute des robots. Et donc je reviens à ce propos que tu as mentionné tout à l'heure, Baston. Il y a un risque qu'on se lave les mains. Et ça va plus loin, et en fait, là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, vous avez des technoprophètes qui pensent qu'il faut créer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire surpuissante, mais verte, éco-responsable. Et qu'en fait, l'homme ne peut pas réussir à lutter contre le réchauffement climatique, il en est incapable, et qu'en fait, il faut confier ça à des machines. Et donc ça consiste à confier l'avenir de l'humanité à autre chose que des humains, à dire que l'avenir de l'humanité se passera d'humanité. Parce que nous ne sommes plus capables, actons l'échec de l'homme dans cette stratégie qui consiste à être résilient, et confions notre avenir à des machines, donnons mandat aux machines d'être maîtres et protecteurs de la nature à la place des hommes. Et donc ça veut dire que si nous échouons ou si nous réussissons, je ne pourrais pas aller voir mon fils ou ma fille en disant « c'est moi qui te lègue ce monde, ce sont les robots qui te lèguent ce monde. » Et si ça a échoué, c'est de leur faute. Et ça pose des questions philosophiques qui sont complètement passionnantes. Je ne dis pas que ça se passera. Je veux dire, une IA générale, ça se produira probablement jamais. Mais qu'on se pose la question, qu'on se dise que c'est possible, génère des questions philosophiques que j'évoque qui sont absolument fascinantes. Et je pense qu'on va vers une déresponsabilisation si nous laissons trop de place, si nous laissons trop de place aux robots, alors que nous, hommes, sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Ouais, complètement. Bah écoute, est-ce que ça te dit à l'occasion de repasser sur la chaîne pour discuter de ces questions-là, justement? Les questions philosophiques. Écoute, absolument. Absolument. Ce sera avec plaisir. On a passé à peu près 1h15 ensemble. J'aimerais passer plus de temps, mais je suis également sollicité pour d'autres interviews après, donc du coup, bien sûr, je dois vous laisser. Mais en revanche, tu devrais inviter Baston pour d'autres discussions, si tu penses qu'il y aurait même un jeu de questions-réponses avec les internautes plus dynamique encore. Avec grand plaisir, Guillaume. Merci en tout cas d'être passé. Je rappelle ton livre L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like. Allez sur votre moteur de recherche préféré et faites gonfler ces serveurs de vos données en tapant la requête L'Enfer numérique Guillaume Pitron. Voilà. C'est sympa. Vous avez aussi l'article de Guillaume Pitron dans Le Monde Diplo sur le même sujet du mois d'octobre. Donc vous pouvez le trouver en kiosque dans Le Monde Diplo. Merci encore Guillaume pour ta présence. Merci tout le monde. Tiens, tu restes avec moi pour le petit programme de la semaine? Moi je reste avec toi? Ouais, j'annonce mon agenda rapidos. Du coup, dimanche, les amis, comme d'habitude, 21h, la revue positive. Hein. Dimanche soir, c'est la loose, c'est un peu de la merde. Du coup, on finit ensemble, on se met bien. Il y a des chats, il y a des canards, il y a des bonnes nouvelles en fait. Écologiques, sociales, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le dimanche soir à 21h. Mardi 21h, on reprend les FAQ politiques et médias. Parce que moi, ça me manque. Ça me manque. En plus, il y a 2022 qui arrive, je suis bouillonnant. Donc, on parlera un peu de tout ça si vous avez des questions politiques. Pour mieux comprendre ce qui se passe, j'essaierai d'y répondre. Ou si j'ai pas la réponse, on ira chercher ensemble, en stream évidemment. Et jeudi prochain, on va rester un peu sur le thème du numérique. Et on parlera des réseaux sociaux et des mécanismes psychologiques en fait. Comment est-ce qu'ils arrivent à nous choper et à garder notre attention. Et on peut plus rien faire. Et même quand on n'a pas envie d'aller scroller sur Facebook ou Twitter, on finit par scroller sur Facebook ou Twitter. On parlera de ça du coup. On se mettra quelques vidéos là-dessus. Voilà. C'est le programme de la semaine, dimanche revue positive, 21h, mardi 21h politique et jeudi 21h prochain, réseaux sociaux. Bon, d'ailleurs Guillaume, si tu veux, si t'as du temps à tuer évidemment et que tu veux voir les petits chats, n'hésite pas dimanche soir. Je dis qu'il y a des chats, il n'y aura peut-être pas de chats, j'en sais rien, j'ai pas encore préparé. Mais en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles. Voilà. Merci Guillaume, merci tout le monde. Baston. Écoutez, merci tout le monde, passez une belle soirée, on se retrouve dimanche à 21h. Plein de bisous. Et à la prochaine. Salut. Au revoir, bonne soirée.